Cette tragédie s'est produite au Kazakhstan en 2022 et a de nouveau mis en lumière des questions difficiles et sensibles, auxquelles nous reviendrons à la fin de cette vidéo. Souvent, il faut se battre pour atteindre le bonheur, mais une fois la victoire obtenue, il est possible de construire une famille solide. Cependant, la victoire n'est pas toujours assurée. Si la pression continue, la situation peut très mal tourner, parfois jusqu'à des conséquences tragiques. Ayman Hassanova est née en 1980. Elle vivait avec sa famille à Almaty, au Kazakhstan. Dès son plus jeune âge, elle se distinguait par son caractère déterminé et sa persévérance. Grâce à cela, elle avait beaucoup d'amis. Ayman s'entendait facilement avec les autres, ce qui lui a permis de devenir ambitieuse et indépendante à l'âge adulte. Il est possible que cette force vienne du fait qu'elle a grandi sans père, qui avait quitté la famille alors qu'elle était encore très jeune. Elle et sa mère accordaient une grande importance à l'éducation. Après le lycée, Ayman s'est donc inscrite directement à l'université. Elle a choisi le droit, une voie qui lui convenait parfaitement, comme en témoignaient ses excellentes notes. Après avoir obtenu son diplôme, elle a trouvé un emploi dans sa spécialité. Sa carrière a débuté dans une entreprise privée. Ayman maîtrisait rapidement son travail et progressait vite. Elle a donc commencé sa propre activité, offrant des consultations juridiques. C'est ainsi qu'elle a rencontré Talgat Nourtayev. Cet homme lui a demandé de l'aide pour une affaire liée à son activité entrepreneuriale. À ce moment-là, il était un homme prospère et accompli, d'une dizaine d'années son aîné. Dès leur première rencontre, Talgat a ressenti une attirance pour elle et lui a rapidement proposé un rendez-vous. Après ce premier rendez-vous, une relation amoureuse sérieuse a débuté. Talgat avait déjà été marié 2 fois et entretenait de bonnes relations avec ses ex-épouses pour ne pas perdre le lien avec ses enfants. Grâce à sa réussite, il pouvait facilement subvenir aux besoins de ses anciennes compagnes et de ses enfants. Je m'appelle Marc Lefebvre, vous regardez la chaîne Vérité Sombre. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravi de votre abonnement et like. Bon visionnage. Le couple n'a pas officialisé son union car Ayman ne voulait pas se précipiter. Après quelques mois, Talgat insistait pour un mariage, mais il n'a obtenu qu'une cérémonie de nikah, un rituel musulman qui unit les amoureux par un lien spirituel. Habituellement, chez les Kazakhs, cette cérémonie a lieu après le mariage civil, mais ici, elle symbolisait leur engagement. Même si Ayman et Talgat n'étaient pas mariés légalement, ils voyaient dans ce rituel un moyen de se rapprocher davantage. Pourtant, après quelques mois, ils se sont séparés et Talgat est parti vivre dans son appartement. Ayman a continué sa pratique privée, vivant dans un appartement loué. Talgat ne voulait pas abandonner et cherchait à renouer avec elle, espérant construire une relation et une famille. Plus tard, il a appris qu'Ayman était retourné auprès d'un ancien amoureux, Aziz, et qu'elle s'était même mariée avec lui. Malgré cela, Talgat ne voulait pas renoncer. Il voulait récupérer Ayman et repartir à zéro. Il a organisé plusieurs rencontres pour discuter. Finalement, elle a répondu favorablement, mais à une condition, il devait se marier officiellement. De plus, le futur mari devait acheter un appartement spacieux où ils pourraient vivre ensemble et élever leurs enfants. Pour satisfaire ces exigences, Talgat a dû vendre son appartement d'une pièce situé dans la partie haute de la ville. Même après cela, il manquait d'argent pour acheter un logement plus grand. Il a donc utilisé le compte de sa seconde épouse, où il avait précédemment transféré d'importantes sommes. Au total, 75 000 $ ont été réunis, ce qui lui a permis d'acheter un nouveau bien immobilier dans le centre d'Almaty. Quand Talgat a partagé cette bonne nouvelle avec Ayman et lui a montré le nouvel appartement, elle a accepté de vivre avec lui. Mais avant cela, elle devait divorcer d'Aziz. Durant cette période, Talgat était très anxieux, attendant le divorce et des nouvelles d'Ayman. Il était sûr qu'elle lui rendrait enfin son amour et qu'il pourrait bientôt construire une famille heureuse. Ils se sont finalement mariés. Ayman et Talgat ont été ensemble pendant 3 ans. 2 enfants sont nés de cette union. Au début, Talgat voyait en Ayman une grande réussite. Tous deux continuaient à travailler. Ils avaient tout pour être heureux, mais le bonheur semblait leur échapper. Au bout d'un certain temps, amis, connaissances et membres de la famille ont entendu une autre version. Talgat affirmait que son épouse essayait de le tromper. Il avait passé des années à construire leur bien-être, mais cela n'avait pas fonctionné. Il se plaignait désormais qu'elle voulait lui prendre tout ce qu'il possédait. Il avait presque perdu toutes ses économies, et maintenant elle s'en prenait aussi à leur appartement commun. Beaucoup ont remarqué que, durant cette période, Talgat devenait de plus en plus nerveux à cause du mariage. Bientôt, il a avoué que sa femme voulait rompre, et que la situation empirait.
Sous la pression d'Ayman, il a dû aller vivre chez des proches, mais il espérait toujours pouvoir partager équitablement le bien immobilier et récupérer sa part. Au début, Ayman lui assurait qu'il partagerait l'appartement à parts égales, mais il s'est vite rendu compte qu'elle ne comptait pas céder. Pendant 3 mois après le divorce, Talgat a tenté de récupérer ce qu'il considérait comme son patrimoine, injustement perdu. Le soir du 8 octobre 2022, Talgat a de nouveau organisé une rencontre avec Ayman. À ce moment-là, il pensait qu'elle essayait de l'effacer brutalement de sa vie. Elle ignorait souvent ses appels, refusait le contact et ne laissait pas leur ex-mari voir leurs enfants. Quand il a réussi à l'appeler pour fixer un rendez-vous, il était très inquiet. Il se préoccupait de son appartement et espérait trouver un accord mutuellement avantageux pour, après la vente du bien au centre-ville, pouvoir au moins acheter un logement similaire à celui qu'il possédait avant le mariage. Il devait se retrouver près de l'immeuble où Ayman habitait alors. Après cette rencontre, personne n'a plus revu Ayman vivante. Le lendemain, à 42 ans, elle devait se rendre au travail. Des collègues et plusieurs clients l'attendaient. À l'heure prévue, elle n'est pas venue, ce qui a surpris tout le monde, car cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Quand une collègue a cherché à comprendre ce qui s'était passé, elle a appris qu'une enquête pour homicide avait été ouverte la veille au soir. Peu avant minuit, le corps d'Ayman a été découvert par un témoin près de l'entrée de son immeuble. Elle ne montrait plus aucun signe de vie. Son visage et ses vêtements étaient couverts de sang. Le voisin ne l'a même pas reconnue au premier abord et a immédiatement appelé la police. Quelques minutes plus tard, les secours et les forces de l'ordre sont arrivés, constatant son décès et lançant l'enquête. À côté du corps se trouvait son sac contenant ses papiers, ce qui a facilité son identification. Lors de l'autopsie, de nombreuses blessures par arme blanche ont été relevées. Au total, l'expert médico-légal a compté 18 coups, principalement portés à la tête, au visage, au cou et à la poitrine. Il y avait aussi quelques blessures défensives, mais peu nombreuses, ce qui indiquait une lutte brève pour sa vie, que malheureusement, elle n'a pas pu gagner. En discutant avec une collègue d'Ayman, les enquêteurs ont appris qu'elle devait rencontrer Talgat cette fatidique soirée. Les horaires correspondaient au moment de l'attaque, ce que confirmaient aussi les analyses. Le couteau n'a pas été retrouvé près du corps, ce qui a conduit à vérifier cette piste. Il n'y avait pas d'autre direction à explorer. Quand les enquêteurs ont tenté de joindre Talgat, il a simplement ignoré tous les appels et messages. Dans l'appartement contesté hérité par Ayman, situé dans un ancien immeuble, aucun homme ni membre de la famille proche n'était présent. Les proches de Talgat ont déclaré ne pas l'avoir vu depuis la soirée du 8 octobre, lorsqu'il s'était rendu à un rendez-vous avec son ex-épouse. Par la suite, ils ont contacté ses 2 anciennes épouses. Toutes possédaient des appartements dans le centre d'Almaty, ce qui a facilité leur localisation. Pourtant, Talgat n'était nulle part non plus. Cela n'a fait que renforcer les soupçons de la police à son encontre. L'homme était désormais considéré comme le principal et unique suspect dans ce meurtre, supposé s'être enfui après le crime. La victime n'avait pas été victime d'agression sexuelle. Tous ses effets personnels, y compris ses bijoux et son téléphone portable, étaient restés avec elle. Cela excluait un vol. Le mobile semblait donc strictement personnel. L'identité et la biographie de la défunte ont été analysées, notamment en raison de son activité professionnelle. Elle pouvait avoir d'autres ennemis liés à ses affaires ou à sa pratique juridique. Toutefois, personne dans son entourage proche, ni sa famille ni ses amis, n'avait entendu parler de problèmes avec des poursuivants ou des concurrents, à l'exception des différends avec son ex-mari concernant des biens. Talgat prétendait que l'appartement avait été acquis avant leur mariage officiel, donc elle n'aurait pas le droit de revendiquer la totalité du logement. Mais elle avait une opinion différente. Cela avait déclenché un conflit de plusieurs mois, qui semblait constituer un motif sérieux pour un meurtre. Le principal point de discorde pour la défunte était le divorce. Elle se plaignait à sa famille des exigences de l'homme visant à récupérer le logement. Elle affirmait qu'il voulait tout s'approprier. Les proches d'Ayman ont également révélé que Talgat était très mécontent lorsque son épouse avait décidé de le quitter et refusé de céder. L'ex-épouse ne réclamait rien pour elle-même. Elle souhaitait simplement assurer l'avenir des 2 enfants nés durant leur vie commune. Ayman considérait que les biens devaient lui revenir, comme Talgat l'avait fait avec ses autres ex-épouses, à qui il avait laissé des logements. Elle ne voulait pas confier la garde des enfants à son mari, d'où son besoin de conserver l'appartement. Malgré tous ses efforts, elle ne disposait pas de revenus suffisants pour acheter un logement à son nom, bien qu'elle continuât à économiser.
Après le début des difficultés avec Tolgat, elle craignait de tout perdre et de se retrouver sans toit. Des témoignages de riverains ont été recueillis, ainsi que des enregistrements de caméras de surveillance montrant Ayman et Tolgat le soir du 8 octobre 2022. Les voisins ont entendu des voix masculines et féminines qui se sont rapidement tues. Les images étaient plus révélatrices. Il semble que le couple ait d'abord discuté calmement. Puis, l'homme a commencé à gesticuler avec colère. Ensuite, ils ont disparu du champ des caméras. Le déroulement exact des événements restait flou. Une chose était certaine, Ayman est morte pendant ou juste après cette rencontre. Le suspect principal était toujours en fuite. Il a été placé en recherche car tous les indices le désignaient comme auteur du crime. Les autorités ont tenté de retrouver sa voiture en examinant les caméras, mais le véhicule était resté près de la maison familiale de Tolgat. On avait l'impression qu'il ne l'avait pas utilisé, afin d'éviter d'être repéré par la police et d'échapper ainsi à la justice. Plusieurs jours de travail intensif ont été nécessaires pour explorer toutes les pistes. La police n'a pas réussi à retrouver Tolgat même après avoir interrogé ses proches. Il n'utilisait ni son téléphone portable ni ses cartes bancaires. Sa localisation restait inconnue. La situation a changé 6 jours plus tard, lorsque Tolgat Nourtayev, âgé de 52 ans, s'est présenté volontairement au commissariat. Il n'était pas seul, il était accompagné d'un avocat. L'homme a admis avoir attaqué son ex-épouse avec un couteau, lui infligeant des blessures mortelles. Il a affirmé qu'elle l'avait provoqué en premier et que c'est elle qui avait sorti le couteau de son sac. Dès le début de la rencontre, elle se serait montrée agressive, insistant pour que son ex-mari ne reçoive rien d'elle et refusant de lui céder l'appartement. Après plusieurs insultes humiliantes, Tolgat a perdu son sang-froid. Il a d'abord crié, épuisé par des mois d'efforts infructueux pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Selon lui, son ex-femme avait sorti un couteau de son sac et l'avait menacé. Quand la lame a brillé dans sa main, il a eu un trou de mémoire. Il ne se souvenait que de scènes confuses de lutte et de sang. Il a rapidement repris ses esprits et réalisé ce qui se passait, mais Ayman gisait déjà au sol, haletante et en train de perdre beaucoup de sang. Le rapport du médecin légiste a confirmé que la femme avait reçu plusieurs blessures mortelles, provoquant une hémorragie rapide et la mort en quelques minutes. Elle n'a même pas eu le temps d'appeler à l'aide. L'aveu de Tolgat est devenu la version principale de l'enquête. Il a collaboré avec les enquêteurs, aidant notamment à retrouver le couteau utilisé lors du meurtre. Effrayé, il l'avait emporté avec lui avant de le jeter dans un endroit discret. La poignée portait bien 2 séries d'empreintes digitales, dont celle de la victime. Pour les enquêteurs, cela confirmait la version de l'accusé selon laquelle son ex-femme l'avait attaqué la première. Tolga a montré ses mains, encore marquées par des blessures récentes. Il a expliqué que ces quelques coupures provenaient de la lutte, mais qu'il avait rapidement maîtrisé la femme et récupéré l'arme blanche. Malheureusement, il avait perdu le contrôle de lui-même, pris l'initiative et commencé à porter des coups à Ayman. Celle-ci aurait pu se défendre, ce qui expliquerait ses blessures. Il a raconté qu'il avait été marié 3 fois, notant un contraste marqué avec ses précédentes épouses, avec qui il n'avait jamais eu de problème. Il leur avait laissé des appartements en centre-ville à la fin de leurs unions, les aider financièrement et participer à la vie des enfants. Tout semblait paisible. On ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas pu régler pacifiquement ses différends avec Ayman, qui espérait qu'il lui laisserait, comme aux autres, un logement pour elle et ses enfants. La plupart des connaissances décrivaient Tolgat comme un homme calme et respectable, mais assez autoritaire, voulant tout contrôler. Plusieurs témoins, y compris ses premières épouses, le présentaient de manière positive. Pourtant, Tolgat insistait sur le fait que son mariage avec Ayman ne correspondait pas au scénario d'une vie heureuse qu'il avait imaginé. Elle ne respectait pas les traditions kazakhes, ni les hommes, comme cela se fait habituellement au Kazakhstan et dans les pays musulmans. Dès le début, elle aurait tenté de contrôler totalement son mari, ce qui avait fini par devenir absurde. Tolgat affirmait avoir fait des concessions pour garder auprès de lui une épouse plus jeune, 5 secondes. Mais cela n'avait que retardé l'inévitable. Il reconnaissait même que son argent lui appartenait entièrement et que tout ce qu'il gagnait devait être partagé équitablement. Mais selon lui, cette règle n'était pas respectée. Souvent, Ayman prenait une part beaucoup plus importante de ses revenus. Elle échappait complètement à son contrôle. Il ne comprenait même pas où passaient ses gains. Les proches de la victime rejetaient catégoriquement cette version. Sa mère reconnaissait qu'Ayman avait toujours été une femme déterminée et sûre d'elle, mais jamais en opposition avec les traditions.
Elle les respectait, honorait les hommes, mais n'était pas habituée à se soumettre comme c'est souvent le cas dans les familles kazakhes. Les parents de la défunte affirmaient que Tolgat cherchait simplement à justifier son geste, inventant la provocation d'Ayman. Personne n'avait jamais entendu dire qu'elle portait un couteau sur elle, ni qu'elle était prête à menacer ou blesser quelqu'un avec une arme blanche. Les proches de la victime décrivaient le meurtrier comme un homme cruel, qui aurait maltraité son épouse pendant des années. L'accusation était convaincue qu'il s'agissait d'un tyran domestique, suffisamment rusé pour intimider ses ex-épouses afin qu'elles racontent des histoires préparées à l'avance, blanchissant ainsi son image. Il n'était pas exclu qu'il ait simplement pu les acheter. Ce manipulateur était assez habile pour ne pas révéler sa véritable nature à son entourage. Cette version avait de nombreux partisans. Certaines personnes connaissant Tolgat le décrivaient comme violent et agressif. On craignait de s'engager avec lui à cause de l'argent et des risques de représailles. Même lorsque l'avocat de Tolgat a rencontré la mère de la défunte, il posait surtout des questions sur le caractère personnel de sa fille. Le défenseur voulait savoir si elle était soumise et respectueuse envers les hommes. Il était évident que tout cela visait à appuyer la version de Tolgat. Sur la base des éléments recueillis, la défense a construit une stratégie visant à ternir l'image de la victime et à blanchir l'accusé. Elle ignorait les témoignages de la famille d'Ayman, insistant sur le fait que la femme ne respectait pas les traditions, qu'elle était trop autoritaire et qu'elle voulait profiter de son ex-mari pour s'approprier tous ses biens et son argent, en pensant échapper à toute sanction. Les expertises, les entretiens avec les témoins et la préparation du procès ont pris beaucoup de temps. En juin 2023, les audiences ont commencé. Tolgat Nurtayev a été accusé du meurtre d'Ayman Hassanov. La ligne de défense reposait sur le fait que l'ex-épouse était une femme autoritaire et dure. S'appuyant sur l'histoire avec Aziz, l'avocat affirmait qu'elle avait trompé son mari, qu'elle s'était montrée agressive pendant le mariage et qu'après le divorce, elle avait prévu de le duper pour s'enrichir. La famille de la victime s'opposait fermement à ces accusations. La mère d'Ayman insistait sur le fait que cette version salissait la mémoire de sa fille, qui avait tout fait pour devenir autonome et soutenir sa famille. Malgré tout, Tolgat restait fidèle à la version de son avocat, décrivant sa troisième ex-épouse comme une femme autoritaire, dont la personnalité avait été façonnée dans des conditions difficiles, notamment en grandissant sans père. Ainsi, il cherchait à convaincre les jurés qu'Ayman avait pu être initialement dominée par son mari, et au final, il la présentait même comme une femme dépendante. L'accusation tentait de réfuter ces récits. La mère d'Ayman affirmait que sa fille ne correspondait en rien à cette description. Il n'était pas question d'infidélité. Elle travaillait avec succès et subvenait à ses besoins. C'est la pression exercée par Tolgat qui l'avait amené à douter de ses choix. Ayman était marié et envisageait de poursuivre sa relation avec Aziz. Mais Tolgat s'était immiscé dans leur famille et avait détruit ce mariage. Selon elle, son ancien beau-frère avait toujours été une personne dure et manipulatrice, qui avait essayé, sans succès, de gagner le cœur de la jeune femme. Constatant son échec, il avait simplement décidé que personne ne pourrait avoir Ayman. L'accusé continuait à affirmer qu'il était simplement venu parler avec son ex-épouse ce soir-là. Selon l'avocat de Tolgat, la conversation avait été tendue dès le départ, provoquée par Ayman. L'homme tentait de se maîtriser, supportait les reproches de son ex-femme, mais elle ne voulait pas se calmer. Au contraire, elle attisait la tension. La situation concernant l'appartement n'avait pas évolué, malgré les attentes. Pourtant, il continuait à essayer de raisonner et de faire valoir ses droits. Tolgat a perdu son sang-froid seulement lorsque son ex-femme a touché un point sensible. Elle a avoué avoir eu une relation avec un autre homme pendant leur mariage. Ayman aurait prétendu que cet amant occupait un poste élevé, donc que son ex-mari ne pourrait rien lui faire. En entendant cela, l'accusé a eu du mal à se contenir. Puis Ayman a blessé son honneur masculin en le comparant défavorablement à un autre, selon les termes de l'avocat. Le tournant décisif du procès fut la présentation des conclusions des experts psychiatriques, qui confirmaient que l'homme se trouvait en état de trouble émotionnel au moment du meurtre. Lors des débats, Tolgat fut peu loquace. Il participa en se contentant d'approuver ce que disait son avocat. Dans son dernier mot, l'accusé souligna que l'acte d'accusation violait ses droits constitutionnels. Selon lui, le procureur ne cherchait qu'à obtenir une confession.
et tout le reste avait été fabriqué contre lui. Il affirmait que les accusateurs tentaient de salir son nom, prétendant qu'il ne travaillait pas et ne voulait pas d'enfants, alors que les preuves montraient qu'il ne dépendait pas financièrement de sa femme. Il n'avait jamais demandé d'argent, il contribuait à la famille. À l'issue des audiences de juin 2023, le tribunal de première instance reconnut que Tolgate avait agi en état de trouble émotionnel. Il prit également en compte des circonstances atténuantes, notamment la présence d'enfants mineurs et les aveux. Sur cette base, l'homme fut condamné à 1 an et demi de prison. Tous ceux qui avaient suivi l'affaire furent surpris par cette décision, la jugeant trop clémente. Les proches de la victime, en particulier la mère, demandèrent à voir les résultats du vote des jurés. Ils ne pouvaient croire que les membres du jury aient pu rendre un tel verdict, compte tenu des problèmes traditionnels que connaît le pays en matière de violence domestique. Mais il était bien entendu impossible de révéler ces résultats. Un large débat public s'ensuivit, notamment encouragé par la famille de la victime. Plusieurs recours furent déposés. Les médias s'emparèrent de l'affaire qui devint un sujet national. Grâce à la réaction rapide des opposants, cela porta ses fruits. Le 27 juin 2023, la cour d'appel de la ville d'Almaty annula le verdict et l'affaire fut renvoyée pour réexamen. La cour prit cette décision après avoir relevé plusieurs violations du droit pénal, signalées par l'accusation. Parmi elles, des preuves apparues soudainement pendant les audiences, ce qui entraîna la reprise du procès, une procédure contraire à la loi. De plus, les jurés avaient reçu des questions formulées avec des termes juridiques complexes, ce qui n'était pas autorisé dans ce type de débat. Les jurés pouvaient mal interpréter ces notions floues et ne pas saisir pleinement les faits. Par ailleurs, l'accusation présenta une preuve sous forme d'un disque vidéo, mais celui-ci apparut uniquement pendant le procès. Aucun document ne confirmait l'origine de ce support, il ne fut donc pas reconnu comme preuve matérielle. Il resta mystérieux pourquoi l'affaire avait été requalifiée en meurtre en état de trouble émotionnel sur l'initiative d'un seul juge. Certains y virent une violation de la loi par des responsables, mais après l'annulation du verdict, le public se calma. Ils attendaient désormais une décision juste. En réexaminant l'affaire, le 5 octobre 2023, la Cour pénale interdistricte spécialisée d'Almaty reconnut l'homme coupable de meurtre volontaire. Tolgate fut condamné à 11 ans de prison. Ce verdict satisfit enfin la famille d'Ayman Azanova. Ils déclarèrent que le coupable avait été puni à sa juste mesure. Les proches de la victime promirent de s'opposer à toute tentative de libération anticipée. Cependant, tout le monde ne partageait pas cette interprétation. En 2024, le frère de la défunte déposa une plainte civile. Il réclamait une compensation de 50 millions de teng pour le préjudice moral subi par sa famille à cause des actes de Tolgate. Selon lui, la mort d'Ayman avait causé des souffrances à toute la famille et ces épreuves avaient conduit au décès de la grand-mère et du père. Cette demande fut partiellement acceptée. Après examen, le tribunal ordonna au meurtrier de verser seulement 10 millions de teng à la famille de la victime. Malgré ces décisions favorables aux parties lésées, le débat public se poursuivit, car la violence familiale demeure un problème très sérieux dans le pays. Selon les statistiques, presque toutes les femmes nées ici ont été victimes de violences répétées ou ont déjà subi des violences de la part de leur mari ou partenaire. Chaque année, les forces de l'ordre reçoivent plus de 100 000 signalements de violences domestiques. Ce sont principalement des femmes qui en sont victimes. Un autre problème majeur est que seule une faible proportion des auteurs est effectivement sanctionnée. Souvent, les victimes retirent leur plainte ou pardonnent car elles dépendent financièrement de leur partenaire, ont des enfants en commun ou continuent à éprouver des sentiments. La situation au Kazakhstan a également attiré l'attention des Nations Unies, qui suivent de près cette problématique. Les experts soulignent que la violence domestique n'est pas seulement un problème actuel, mais qu'elle persiste et s'aggrave malgré tous les efforts et les débats. Selon les statistiques, le nombre de cas de violence familiale ne diminue pas depuis plusieurs années. Des mesures sont prises et le contrôle s'intensifie, mais les tendances restent les mêmes. Vous avez regardé la chaîne Vérité Sombre. Merci d'avoir regardé et bonne journée.